mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. مرحبا بنا عندكم في la bibliothèque Mohamed Sqat. ومرحبا بكم عندنا. Nous donnons officiellement le coup d'envoi de cette conférence et je vous prie à présent de vous lever pour l'hymne national. Donc, merci à toutes et à tous. Mais avant de rentrer dans le sujet, et avant de vous présenter au public, il convient tout d'abord de rappeler que la conférence, la rencontre d'aujourd'hui intervient dans un contexte hautement symbolique, marqué par la célébration du 50e anniversaire de la Marche verte, mais aussi par l'adoption le 31 octobre par le Conseil de sécurité de la résolution 2797 qui consacre l'initiative marocaine d'autonomie comme le seul cadre pour le règlement du différend autour du Sahara. Sahara Maghrébia wa Sasadallo Maghrébia, vive le Maroc et vive le roi Mohamed VI. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'un sujet essentiel, le journalisme face à la machine. Écrire, analyser ou algorithmer. Entre automatisation et intuition, entre données et conscience, quelle place restera-t-il pour l'humain? Celui qui écrit, qui doute, qui contextualise. Et pour parler, nous avons avec nous un invité spécial. C'est notre directeur général adjoint du groupe Le Matin, M. Kamel Alami, ingénieur de formation, stratégie média et acteur de la transformation digitale. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, je suis honoré. Merci à vous, je suis honoré. Merci à vous. Je sais que vous avez un agenda qui est trop chargé et malgré ça, vous avez accepté de venir et de partager avec nous des choses qui sont intéressantes et importantes pour l'avenir du Maroc. Le Maroc qu'on souhaite toutes et tous sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Mais avant d'aller encore plus loin et de débattre, moi je voudrais plutôt parler d'échange parce que vous et moi nous sommes tous les deux du groupe Le Matin, nous sommes les ambassadeurs aujourd'hui du groupe Le Matin pour parler de notre stratégie. Alors ça sera surtout un échange, mais avant tout, je voudrais d'abord remercier M. Khalil Hiani, le directeur de la bibliothèque Mohamed Sqat, d'avoir pensé à sa thématique et d'avoir pensé à organiser cette rencontre au profit des étudiants et des élèves et de la jeunesse marocaine. Je voudrais appeler à mes côtés mademoiselle Imen pour un mot de bienvenue. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la bibliothèque universitaire Mohamed Sqat pour notre rencontre intitulée Le journalisme face à la machine, écrire, analyser ou algorithmer. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et des outils numériques, le monde du journalisme connaît de grands changements. Entre la créativité humaine et la puissance des algorithmes, une nouvelle manière d'écrire et de comprendre l'information est en train de l'être.
Nous avons le plaisir d'accueillir M. Kamal Alami, directeur général adjoint du groupe Le Matin, et c'est notre intervenant du jour, ainsi que Mme Nabila Boukas, journaliste, et qui va assurer la modération de cette rencontre. Un grand merci à eux. Et je vous souhaite à toutes et à tous une belle conférence, pleine d'échanges intéressants et de découvertes. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Mme Nabila Boukas qui va modérer la conférence. Merci beaucoup. Merci, merci pour vos efforts. Et je vois clairement la jeunesse aujourd'hui. Iman et les autres collègues. M. Khalid Hiani, même s'il est parti en mission à l'étranger, mais c'est la notion, c'est le management basé sur la confiance et la proximité. Et on voit bien le résultat. C'est pas la première fois que j'ai fait la bibliothèque Mohamed Sqat, c'est pratiquement la troisième fois où la vérité, notre quotidien. Monsieur Kamel Alami, vous êtes directeur général adjoint du groupe Le Matin, mais comme je l'ai dit au début, un ingénieur de formation diplômé de l'école mondiale des ingénieurs et qu'on voit aujourd'hui occuper le poste de DGA. Un parcours particulier, inspirant surtout. Bonjour à tous. Oui, effectivement, quand on démarre, quand on est étudiant à l'université, ou même avant, peut-être quand on est dans les dernières années du lycée, on se pose toujours beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on va devenir après? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va choisir? Et c'est jamais évident. Je sais que certains, c'est-à-dire ils sont sûrs de ce qu'ils veulent. Ils disent soit ça passe, soit ça casse, il n'y a pas d'autre option. Mais d'autres se posent énormément de questions. Moi, je faisais partie de ces personnes qui se posaient énormément de questions, donc je ne savais pas exactement ce que j'allais faire. Mais je choisissais toujours le challenge, c'est-à-dire là où je trouvais plus de challenge, c'était mon choix. Et clairement, en tout cas, au moment où j'ai fait les classes prépa, où j'ai fait l'école d'ingénieur, il n'y avait pas que les études techniques, les maths, physique et autres, mais il y avait aussi une partie littéraire, la littérature française, avec des œuvres qui faisaient partie du programme, avec des dissertations, etc., etc. Alors ensuite, dans les stages et tout, j'ai vu aussi le commercial, le business, le management, mais j'ai voulu démarrer avec la technique, parce que sinon ça allait être une frustration de faire vraiment des études d'ingénieur et ne pas faire de technique. Je me disais ça allait être dommage et très frustrant pour moi. Donc j'ai démarré avec la technique au sein du groupe, donc que ce soit l'usine par rapport à l'imprimerie, l'installation des premières machines, les changements par rapport, c'est-à-dire même par rapport au journalisme, tout le réseau, l'informatisation, etc., etc. Et donc le fait de rester toujours ouvert au challenge a fait que j'ai eu mon parcours actuel, sachant que pour ma génération, les changements, on peut en avoir 2, 3 lors d'une carrière, mais c'est-à-dire les jeunes que j'ai en face de moi aujourd'hui, pour vous, les attentes, les projections, c'est qu'il y ait beaucoup plus de changements, ce qui est tout à fait normal, mais si vous êtes toujours prêt à prendre le challenge, si vous êtes dans la formation continue, les micro-formations, il n'y aura pas de problème. Et donc c'est juste, il ne faut jamais hésiter à prendre les challenges pour justement évoluer dans sa carrière. Merci. Comme j'ai dit au début, c'est un parcours qui est quand même inspirant. Et moi, ce que je retiens personnellement, c'est que vous avez souligné à 2 à 3 reprises, le mot challenge. C'est-à-dire qu'il faut constamment chercher des challenges dans sa vie pour pouvoir progresser dans sa carrière. C'est exactement ça. Alors, on va rentrer maintenant dans le sujet, le journalisme face à la machine. Nous vivons aujourd'hui un contexte particulier marqué par l'intelligence artificielle, des changements avec une grande vitesse. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter un petit moment pour parler comment ce terrain a été préparé? Alors, c'est-à-dire clairement, l'intelligence artificielle est venue un peu tout bousculer. Au départ, même certains spécialistes n'y croyaient pas.
C'est-à-dire, il disait que ça ne va pas aboutir. Moi-même, c'est-à-dire quand j'étais encore dans les bancs de l'école, au niveau de l'informatique, on a fait de l'intelligence artificielle, mais c'était plus de la casuistique, c'est-à-dire on préparait les cas, on les mettait, on les programmait, c'est tout, mais il n'y avait pas d'anticipation, il n'y avait rien. Et à un certain moment, on disait, bon, même si on va vers l'intelligence artificielle, ça doit traiter que c'est-à-dire des spécialités précises, et ça ne peut pas être multimodal comme ça l'est aujourd'hui. Et donc après, il y a eu des changements grâce à OpenAI, donc ChatGPT, qui ont révolutionné le domaine et qui ont commencé à apporter des changements vraiment notables. Et aussi, il y a eu une autre étape qui est DeepSeek avec les Chinois qui ont pu justement optimiser et donc donner beaucoup plus de performance avec moins de ressources. Et donc aujourd'hui, en passant de simples modèles à des agents IA, à de l'agentique, à de l'hybride, etc., on est face vraiment à des possibilités infinies qui, avec elles, montrent beaucoup de questions, de craintes des fois même, mais quelque part, le plus important, c'est de toujours suivre, de toujours être prêt à faire face. Et peut-être qu'on le verra tout à l'heure, mais c'est ce qu'on a fait au sein aussi du groupe le matin. C'est-à-dire on a su être vraiment au devant de la scène et d'anticiper certaines choses et suivre les innovations et les adopter parce que le plus important, c'est, comme on dit en anglais, d'être parmi les early adopters. Quand on adopte des technologies très vite, très rapidement, on a plus de chances de réussir et de se positionner. En parlant toujours des changements, la presse a connu beaucoup de changements. Historiquement, on peut dire que chaque presse avait son rôle. On avait le quotidien qui informait, l'hebdomadaire qui analysait et la mensuelle qui avait plus de temps pour enquêter. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on assiste à un état de lieu et de fait dans lequel l'information se produit, s'analyse et se vérifie en temps réel. Vous qui êtes le DGA d'un grand groupe de presse, comment vous pensez que les trois gestes du titre, écrire, analyser, algorithmer, se redéfinissent-ils dans le contexte actuel du journalisme? Alors oui, c'est-à-dire moi quand j'ai intégré le groupe le matin, c'était pratiquement fin 94, ça fait longtemps. Et ce que j'avais découvert, c'est une rédaction où pour écrire, il fallait un stylo et une feuille. Et je me rappelle, parmi les projets que j'avais, c'est d'introduire l'ordinateur et la saisie sur l'ordinateur directement pour la rédaction. Et je peux vous dire que c'est un projet qui a été bouclé en 6 mois. C'est-à-dire quand on a mis tout en place, il y en a qui ont basculé très rapidement, mais d'autres, le dernier journaliste a basculé vers l'ordinateur, vers la saisie sur ordinateur, c'était 6 mois après. Donc on a laissé chacun à son rythme, et ça c'est très important. Il ne faut pas bousculer les gens. Mais je me rappelle de ce journaliste, sans le citer, qui me disait, si je n'ai pas le stylo entre les mains, je ne peux pas écrire. Donc c'était lié, c'est-à-dire lui, mais je le comprends quelque part, parce que le fait, c'est-à-dire il n'a pas besoin de réfléchir, c'est-à-dire c'est quand on passe le permis la première fois, on va chercher où est la première, deuxième vitesse, etc., quand l'embrayage, donc on n'est pas dans un geste naturel. Et lui, il a besoin de se concentrer sur l'écriture, pas sur la saisie, pas sur le clavier. Et donc derrière, avec le stylo, il ne réfléchit pas comment il va écrire. Donc ça sort, il est totalement dans sa réflexion d'écriture. Donc l'écriture, c'est quelque chose de très noble, sauf que chez le journaliste, c'est au quotidien. Et donc le journaliste devait prendre le temps de réfléchir. Il a une mission qui est importante. Et donc il tenait à transmettre cette information à un moment où, c'est-à-dire les journaux étaient quasiment c'est-à-dire la seule vraie diversité, parce que la radio, pratiquement partout dans le monde, il y avait une radio par pays et une chaîne télévision par pays.
Donc là où il y avait de la pluralité, on trouvait plusieurs titres, plusieurs supports, c'est vraiment la presse papier. Et donc, c'est pour ça qu'on est passé à plusieurs rythmes. Donc, l'écriture, elle est toujours présente dans les 3 rythmes, mais l'écriture se différencie d'un rythme à l'autre. C'est-à-dire, dans le quotidien, il devait boucler rapidement parce que le process, le time to market, le temps pour arriver sur le marché était lent. Il n'y avait pas autant d'automatisation, comme je disais, il fallait écrire manuellement. Il y avait des agents de saisie, il fallait monter sur papier, découper, passer dans la caméra, prendre des photos, le film, etc. Donc il y avait beaucoup d'étapes derrière. Ces étapes se sont vraiment concentrées au fil du temps pour devenir très réduites et très rapides, ce qui est très bien. Et donc ça donnait cette contrainte au quotidien de donner d'abord l'information. Ensuite, l'hebdomadaire pouvait réfléchir un peu plus, analyser, partir des fois sur le terrain. Et donc derrière cette analyse, demander une réflexion par rapport à l'événement, par rapport à l'information, mais adopter aussi l'optique ou la couleur du journaliste. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est au niveau de la presse, il y a ce qu'on appelle la clause de conscience. Cette clause de conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand on est dans un support, qu'il soit, c'est-à-dire de gauche, de droite ou d'un parti politique ou qui représente un pôle industriel ou commercial ou autre, ben derrière, les journalistes qui travaillent dans ce support-là, ils adoptent la même couleur, c'est-à-dire ils ont les mêmes convictions. Et donc derrière, si le propriétaire de ce journal change et que ce propriétaire apporte une autre conviction, les journalistes peuvent demander leur départ et être indemnisés, c'est-à-dire démissionner, indemnisés, parce qu'il y a cette clause de conscience. C'est-à-dire un journaliste, quand il est dans un support, il écrit par rapport à quelque chose en laquelle il croit. Il ne peut pas écrire n'importe quoi. Donc, dans l'analyse, forcément, le journaliste va apporter cette coloration qu'il a. Donc, s'il est d'un parti politique, ça sera les convictions de ce parti politique, etc. Et donc, ensuite, il y a la fréquence mensuelle. Alors, le mensuel, il dispose d'encore plus de temps. Donc, généralement, il va sortir avec des papiers plus élaborés, plus riches. Et donc, derrière, il peut faire des enquêtes tranquillement et sortir avec un sujet phare qui ne fait pas partie de l'actualité. Parce que généralement, quand on est dans l'actualité, il y a beaucoup d'informations, sauf quand il y a des événements très importants qui nécessitent, c'est-à-dire les 3 formes qu'on informe, c'est-à-dire une écriture normale, qu'on analyse et qu'on fasse une enquête plus approfondie par rapport à la thématique. Et donc, avec l'avènement du digital, tout ça a été chamboulé. Et d'ailleurs, le matin, il était le premier à être sur un site en 98, à avoir son site internet. Et donc, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., ben, c'est-à-dire l'information tombe très vite. Et on est, nous-mêmes au sein du groupe, on a adopté ce qu'on appelle le digital first. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on reçoit une information, elle va sortir d'abord sur le digital. Et donc sur le quotidien, on a le temps c'est-à-dire de la traiter plus, donc pour être dans l'analyse sur le papier. Pourquoi? Parce que après le temps de fabrication, ça a été réduit. C'est-à-dire ce qui prenait peut-être 6 heures avant, aujourd'hui va prendre même pas 1 heure. Et donc derrière, c'est ce qui permet à la presse quotidienne de passer et c'est ce qui permet aussi à la presse hebdomadaire d'être aussi sur l'enquête, sur des choses comme ça, parce que grâce à la technologie, c'est-à-dire avant, comme je disais, on passait par le papier, le film, avant de passer à la plaque. La plaque, c'est la matrice pour imprimer. Avant de passer à la machine, aujourd'hui, on passe de l'ordinateur directement à la plaque. Et donc tout ça, il n'y a plus de tâches manuelles, c'est des tâches totalement automatisées, donc ça permet de gagner du temps. Donc voilà un peu, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ou s'il reste un angle à clarifier. Effectivement, enfin, vous parlez aujourd'hui d'un journaliste augmenté. Alors, oui, le journaliste augmenté, effectivement, le journaliste peut-être aujourd'hui, il est même plus qu'augmenté. C'est-à-dire l'IA, quand elle a commencé à donner ses premiers résultats,
on était sur du prompting simple, c'est-à-dire on va poser une question, on a une réponse, ensuite, et donc ça se basait sur des données qu'elle avait, sur lesquelles était entraînée, qu'elle avait. Ensuite, on a pu donner des pièces jointes, et donc on commençait nous-mêmes à alimenter cette IA pour qu'elle nous donne un résultat. On a ensuite commencé à voir ses propres GPT, donc chez ChatGPT, donc où je peux alimenter mon contexte, mes fichiers, ma base de données, etc. Et ensuite, on est passé à des systèmes d'automatisation, à des bases de données spécifiques, à des choses comme ça, donc qui ont permis d'aller beaucoup plus vite. Donc aujourd'hui, on est capable d'être dans le style de quelqu'un, c'est-à-dire de produire des choses de la même manière qu'on va les produire, mais de manière beaucoup plus rapide. Et aussi, avant, le journaliste, quand il avait, par exemple, un rapport de la Banque mondiale ou d'un organisme national ou autre, donc pour le traiter, il devait le lire. Il faisait 100 pages ou 90 pages ou plus, donc il devait le lire, réfléchir, etc. Aujourd'hui, il peut de manière très rapide et pratiquement instantanée le résumer, sortir les points les plus importants, peut-être aller les vérifier ensuite parce qu'il a la page, il sait où ça se trouve, etc. Et donc rédiger beaucoup plus rapidement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des fonctions au niveau qui était, c'est-à-dire un process plutôt, au niveau de la rédaction, qui n'a plus aujourd'hui besoin de faire. C'est-à-dire avant, quand le journaliste écrivait son article, il devait le remettre dans un circuit de correction, de secrétariat de rédaction pour l'harmoniser, pour vérifier certaines choses. Aujourd'hui, il peut le faire pratiquement de manière automatique et être dans la ligne éditoriale, d'être dans le phrasing, c'est-à-dire la manière de formuler, etc., etc., même de corriger s'il y a des choses à corriger et d'identifier des lacunes, d'identifier des choses. Donc tout ça, aujourd'hui, peut se faire de manière automatisée, mais le journalisme, c'est la responsabilité, parce que derrière, un journaliste, quand il écrit, il signe, et quand il signe, ce qu'il a produit, il est publié, et donc il est dans une vitrine devant tout le monde, c'est-à-dire c'est exposé devant tout le monde. Et tout le monde, c'est pas local, c'est même international. Donc derrière, un journaliste, c'est sa signature, c'est sa réputation, et c'est du titre. Et à ce titre-là, même la loi qui avait changé, c'est-à-dire elle a encadré un peu le journaliste professionnel pour que ça aille vers plus de responsabilité et d'éthique. C'est-à-dire parce que l'information, quand elle est donnée par un journaliste, c'est pas les réseaux sociaux. Des fois, les réseaux sociaux, on trouve beaucoup de fake news, mais un journaliste, il est responsable devant la loi et bien sûr devant lui-même par rapport à son image. Et donc derrière, mais clairement, aujourd'hui, le journaliste qui n'est pas augmenté, pour moi, excusez le terme, mais il est dépassé. Parce qu'aujourd'hui, le journaliste n'est plus capable uniquement d'écrire sur la journée, sur un sujet, il est capable d'écrire sur plusieurs sujets sur la journée et de faire des analyses, c'est-à-dire de pousser plus loin. Pourquoi? Parce que toutes les tâches, même en amont, qui devaient lui prendre énormément de temps, qui étaient très contraignantes, très fastidieuses, ben, l'IA, c'est son rôle aujourd'hui de simplifier tout ça. Mais il ne faut pas tomber dans les pièges, c'est-à-dire de la divagation de l'IA ou dans c'est-à-dire de la fausse information. Et donc le journaliste a cette responsabilité d'être augmenté, mais aussi de vérifier tout le travail qui va être fait. Exactement. C'est qu'aujourd'hui, le journaliste doit garder quand même le contrôle sur tout ce processus. On voit clairement que l'intelligence artificielle est aujourd'hui omniprésente dans toutes les rédactions. Une question légitime qui se pose et qui s'impose. Et personnellement, avant cette rencontre, j'ai reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux quand la question était simple. Est-ce que la machine est en train de remplacer le journaliste? Ou là, on est en train d'assister à une transformation en profondeur du rôle et
des compétences du journaliste? Alors, c'est pas une question simple et elle n'a pas une réponse directe. Et ça ne concerne pas que le journaliste. C'est-à-dire aujourd'hui, ça concerne vraiment tous les métiers et c'est une source de frustration quelque part pour tout le monde. Pourquoi? Parce que il est naturel de se poser la question, demain, de quoi il sera fait. Et la question dont je parlais au début, moi, j'avais pas de réponse de ce que je voulais faire forcément après. Aujourd'hui, c'est encore plus compliqué parce que on parle de métiers qui vont disparaître et donc on se dit qu'est-ce que je vais choisir comme métier pour assurer une pérennité sur la durée parce qu'on ne cherche pas une pérennité sur 5 ans ou sur 10 ans. Les différentes études internationales qui sortent alimentent cette crainte et cette peur, mais la réalité pour moi, elle est autre. C'est-à-dire, aujourd'hui, la machine, pour moi, ne pourra jamais remplacer l'homme totalement. Alors pourquoi? Parce que d'abord, notre cible, c'est pas d'être dans une société Robocop. On n'est pas dans une société Terminator. Parce que si on imagine une société où il y a des robots qui travaillent, qui achètent, qui réfléchissent, qui gèrent, qui manipulent tout, l'être humain n'est plus là. Et il n'est plus central. Imaginez une société où l'être humain n'a pas de pouvoir d'achat. À quoi bon produire? Ça ne servira à rien. Et donc derrière, on est obligé d'être dans une économie quelque part circulaire par rapport à l'être humain. C'est-à-dire c'est l'être humain qui devra travailler, qui devra gagner de l'argent pour avoir un pouvoir d'achat, aller dépenser, se faire soigner, prendre en charge certaines choses, voyager, se distraire, etc. Et c'est comme ça que cette roue pourra tourner. Mais par contre, les règles du jeu clairement vont changer. Parce que, je vais vous dire, moi quand j'ai intégré le matin, il y avait sur le volet technique, pour ne pas citer la rédaction, ce qu'on appelait avant d'être sur la PAO, la publication assistée par ordinateur, on avait 50 personnes qui travaillaient sur un shift, et le deuxième shift c'était 50 personnes. C'est-à-dire c'était 100 personnes. Clairement, depuis longtemps, on n'a plus besoin de 100 personnes. On fait plus de travail avec moins de ressources. Mais par contre, les personnes, avant, il y avait des personnes qui étaient spécialisées pour imprimer, découper, coller, d'autres qui étaient spécialisées pour la saisie, d'autres pour d'autres tâches. Mais aujourd'hui, les personnes qu'on a au niveau de l'infographie, ils vont faire du montage, ils vont traiter du son, traiter de l'image, faire du montage vidéo. C'est-à-dire c'est devenu des personnes multimédia avec d'énormes compétences et c'est comme ça. Le photographe avant, il venait pour prendre des photos et c'est tout. Aujourd'hui, le photographe devient quelque part un GRI. Donc il va pouvoir c'est-à-dire faire le reportage, c'est-à-dire vraiment faire du streaming, faire énormément de choses. Donc tout ça, ça change. Et donc pour pouvoir maintenir ceci, il faut pouvoir garder cette capacité à rester dans la boucle, c'est-à-dire la micro-formation, il faut être toujours à jour et il faut qu'on ait suffisamment de conscience collective pour que l'être humain reste central, il reste dans la boucle, mais pour moi, c'est inévitable. Bien sûr, on verra des expériences comme celle de ce qu'on appelle les dark factory, où il n'y a pas de lumière, c'est que des robots, c'est en Chine, et ça fonctionne pendant des mois, notamment pour des téléphones Xiaomi, mais ce n'est pas des expériences qu'on pourra généraliser partout, pour toutes les raisons que j'ai citées. Donc, on assiste aujourd'hui à un journaliste qui est, disons, libéré des contraintes mécaniques grâce à ce qu'on appelle la délégation maîtrisée. Une autre question, est-ce qu'on ne risque pas aujourd'hui de brouiller la frontière entre l'humain et la machine? En d'autres termes, jusqu'à où peut-on aller dans cette fusion sans perdre cette singularité du regard humain? Alors, en tout cas,
En prenant mon exemple, il m'arrive d'échanger avec ChatGPT. Et je trouve qu'il a toujours beaucoup de... C'est pas des lacunes, mais il est entraîné sur une donnée, il est alimenté avec des idées, mais il n'est pas capable de créer des angles d'analyse ou de vue qui sont complètement différents. Et ça, c'est une particularité de l'être humain, c'est-à-dire l'être humain, il est capable de voir différents angles, d'innover, de surprendre. Et cet effet surprise, je pense qu'il n'est pas programmable quelque part. Et donc, c'est-à-dire quand je challenge, c'est-à-dire avec des questions, en ajoutant des angles de vue, là, il me répond, il enrichit. Et donc, ça devient riche. Et donc, pour moi, cette limite entre la machine et l'être humain, elle sera toujours là. Mais ce qu'on peut produire ensemble, c'est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, c'est-à-dire nous aujourd'hui dans l'IA, on était aussi parmi les premiers à adopter l'IA. On a même publié un article qui était 100% IA, je pense que ça fait une année peut-être. On l'a fait exprès parce que ce n'était pas un sujet où il fallait de l'analyse ou quoi que ce soit. Mais franchement, l'article était très bon, il a été fait en 10 minutes et totalement bon à publier. Et donc il a été publié sur Le Matin, on avait mentionné que c'était totalement l'IA. Maintenant, quand on travaille nous avec l'IA et que c'est l'angle de vue, l'analyse, l'esprit, la coloration de la réflexion du journaliste, pour moi ça reste la production du journaliste. Alors pourquoi c'est la production des journalistes ? C'est comme quand j'utilise Word ou Excel où je vais traiter de la data et je sors un résultat. Je ne vais pas dire sur Excel, je ne vais pas dire que c'est le résultat d'Excel. Ou que je travaille avec Power BI, etc. Et je vais dire que c'est le travail de Power BI. Non, c'est mes questions, c'est mon angle de vue, c'est ce que je veux sortir, c'est ce que je veux mettre en valeur. Et c'est moi qui vais présenter et assumer la responsabilité par rapport à ce qui va être présenté. Et donc, quelque part, pour moi, ça reste aujourd'hui un outil. Quel que soit le niveau d'élaboration de l'IA ou d'un agent IA, ça reste un outil. Et c'est très important que ça reste dans ce niveau outil et pas plus que ça, même quand on est face à un agent. J'ai aussi c'est-à-dire sur l'expérience aujourd'hui au niveau du Matin, on a fait un projet IA qu'on avait lancé pratiquement il y a une année, qui passait par 3 étapes. Première étape, c'est d'avoir des outils donc de correction, de recherche par rapport et de veille, de traduction, de beaucoup de choses qui sont faites, qui sont exploitables depuis un certain moment, enfin depuis longtemps. Une deuxième étape qui passait par l'automatisation. Donc on prend ces outils-là, mais on les automatise parce que l'outil, j'ai des fois pour faire un seul travail, j'ai un rapport, je dois le résumer, je dois le traduire, etc. C'est étape par étape. Mais quand j'automatise, tout ça, ça peut être en un seul flux. Je donne le fichier en entrée et j'ai en sortie ce que je voulais qui est fait et donc je peux travailler beaucoup plus vite. Donc cette étape-là, on est aussi bien avancé, certaines choses livrées, certaines choses qui restent. La troisième phase qui restait, c'est-à-dire et qu'on est en train de lancer, d'initier, c'est le fait d'aller vers un jumeau digital de la rédaction. Donc, mais un jumeau digital, c'est-à-dire un twin digital pas standard. C'est-à-dire le twin digital, quand on parle de twin digital dans l'industrie de manière générale, c'est quoi? C'est généralement, on prend par exemple une usine ou un aéroport ou n'importe quel autre espace réel et on va mesurer les flux, mesurer les températures, mesurer certains éléments qui sont importants par rapport à cet espace-là et qui sont remontés dans un tableau de bord et qui nous permet sur un écran, donc qui permettent de suivre et de réagir beaucoup plus vite et qui permettent d'être sûr qu'on est dans les bons. C'est-à-dire, je m'explique, j'ai une température dans une machine qui devient anormale ou une pression d'air ou de fluide qui baisse. Derrière, si je suis que sur l'indicateur, sur la machine, si quelqu'un ne fait pas attention, ne réagit pas, ça va donner un problème.
quand j'ai des capteurs qui me donnent sur le jumeau digital, le twin digital, ben là, ça sort un écran, j'ai le message, j'ai tout de suite la capacité, des fois même, de réagir à partir de ce twin digital parce que c'est bidirectionnel, des fois. Mais pour la rédaction, on n'est pas dans une usine, on n'est pas dans un aéroport. Moi, ce qui nous intéresse, c'est un alter ego digital. C'est-à-dire, j'ai journaliste, j'ai le correcteur, j'ai le rédacteur en chef, le secrétaire de rédaction, le directeur peut-être de publication, etc., etc. Donc toutes ces personnes-là, l'idée c'est de mettre des alter ego digitaux par rapport à ces personnes-là, afin d'automatiser le travail qu'ils font et de les aider à leur manière, c'est-à-dire parce que le fait de réfléchir, entre guillemets, comme la personne dont je suis l'alter ego, ça permet de l'aider énormément. La validation sera toujours validation humaine, mais l'IA aujourd'hui, un agent IA est capable d'écrire avec le même style que n'importe quelle personne. Et donc derrière, mais il faut donner suffisamment de data. Donc, raison de plus pour qu'elle soit capable d'écrire comme un journaliste, par exemple chez Le Matin ou c'est Sahara, et aussi de produire de la même manière. Mais le circuit, c'est-à-dire il va être fait, au final et validé par le journaliste. Il faudra toujours des retouches, il faudra de la réécriture, ça c'est tout à fait normal, mais ça va faciliter les choses. En plus, tout le travail de recherche des fois, d'analyse, etc., peut être fait de manière très automatique. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui au niveau de l'automatisme, au-delà même de l'IA, qu'est-ce que ça? C'est-à-dire l'IA a permis de créer des standards nouveaux. C'est un peu comme les standards de HTML, de HTTPS pour l'Internet. Au début de l'IA, il n'y avait pas de standard. Et donc la communication entre les différents modèles était très compliquée. Aujourd'hui, il y a des standards qui permettent de communiquer avec les différents outils. Je vais donner un exemple. J'ai ma boîte de messagerie. Aujourd'hui, je peux me connecter à travers des API avec un système d'automatisation pour l'IA. Et donc, je reçois, j'analyse, j'ai l'information par rapport à mes emails et je peux envoyer des emails à partir de l'IA. Pareil, je dois me connecter à un ERP pour signer des bons de commande, gérer certaines choses ou faire un autre travail. J'ai la possibilité de me connecter de manière automatique avec ce système-là. J'ai la possibilité de voir, par exemple, d'aller sur un site web, voir si la Banque du Maroc a publié le rapport. Je le faisais manuellement. Aujourd'hui, je peux avoir un robot qui va me le faire, me ramener le rapport, l'analyser, sortir les points clés, etc., etc. Pareil sur tous les niveaux. Et donc, du fait que je suis capable de m'authentifier, c'est-à-dire le robot, mon alter ego, est capable de se connecter à tous mes outils logiciels auxquels je me connecte, boîte email, software, système rédactionnel, etc., etc., et ressortir la donnée, me la ramener. Donc, j'ai plus besoin d'aller vers ces systèmes-là. Et donc, ça peut me faire gagner un temps fou, surtout que ça me ramène au bon moment et je ne suis plus inondé par l'information, parce qu'aujourd'hui, des fois, il faut voir WhatsApp, il faut voir Telegram, il faut voir la boîte email, donc il y a tellement de messages à voir, et ces systèmes-là peuvent gérer tout ça et me ramener et les hiérarchiser sur l'urgence, sur l'importance, etc. Donc ça peut, d'où un peu le concept qu'on veut mettre en place. Franchement, c'est un concept nouveau, je n'ai pas entendu parler, même au niveau international, de systèmes comme ça, par rapport à un système éditorial. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours été innovant sur tout le process, dans tous les domaines. C'est-à-dire que ce soit industriel, l'imprimerie, que ce soit au niveau éditorial. Il est clair aujourd'hui que l'intelligence artificielle, les outils qu'on voit aujourd'hui, il faut les considérer comme étant un outil d'aide et non pas une menace. Ça nous permet de gagner en temps et en énergie et de transformer en fait les compétences qu'on a. Parce que je me rappelle très très bien, il y a plusieurs années, moi-même en tant que journaliste, j'ai vécu ça. Des fois, un entretien avec un ministre, avec un expert, qui reçoit, disons, 3 heures, 4 heures, rien que pour décrypter, puis réécrire, puis revérifier, et donc c'est vraiment une perte de temps et d'énergie. Donc c'est un outil d'aide et non pas une menace. J'ai envie de vous poser une autre question. Avec nous présents aujourd'hui
aussi de l'équipe technique du groupe Le Matin, que je salue pour tout le travail qu'ils font. La plupart des intelligences artificielles que nous utilisons, que ce soit pour écrire, traduire, recommander, indexer, bref, pour gagner du temps et d'énergie dont on parle aujourd'hui, ils sont conçus et hébergés à l'étranger, entraînés en fait sur des données qui ne traduisent ni notre culture, ni la langue, ni notre réalité en fait. Si les médias continuent à dépendre de ces plateformes internationales pour produire ou diffuser leur contenu, est-ce qu'on ne risque pas, M. Alami, de perdre la maîtrise de notre propre récit collectif? En d'autres termes, en fait, c'est la souveraineté médiatique du Maroc peut-elle encore exister sans souveraineté technologique? Oui, c'est un sujet très important et chaud qui touche aussi, c'est-à-dire les différents domaines, et dont Sa Majesté avait parlé de la souveraineté à tous les niveaux. On est face à un monde qui change très très vite et qui nous étonne. On a eu une expérience que personne ne pouvait imaginer comme Covid ou autre, et donc et ça ne cesse de se produire. Et donc derrière, cette quête de souveraineté, il faut qu'elle soit totale et dans tous les sujets, c'est-à-dire et encore plus au niveau de l'hébergement de l'information, etc. Donc heureusement, il y a des solutions, c'est-à-dire on est même au niveau de l'IA qui est technologiquement très poussé. Aujourd'hui, il y a des modèles LLM, même multimodaux, qui permettent c'est-à-dire un traitement local de le faire. D'ailleurs, dans notre projet, avec un partenaire externe sur ce troisième volet, on cherche, c'est-à-dire on a déjà mis les premiers serveurs, on cherche un deuxième serveur plus performant à mettre en interne pour l'entraîner avec toute la data du matin, parce qu'elle est très riche. On a des dizaines d'années le matin, plus même plus de 100 ans, depuis 1908, même la presse française, etc. Et donc tout ça, ça peut être alimenté au niveau de la base de données locale et pour pouvoir justement servir la data sans qu'elle soit c'est-à-dire filtrée ou déformée par justement une réalité autre, parce que souvent, moi-même quand je pose la question sur certains domaines à ChatGPT, j'ai des réponses qui touchent la France. C'est-à-dire quand je suis dans le juridique, même quand je dis contexte marocain, il va me répondre avec des choses de la loi française, parce que c'est en français, je chatte en français, et donc derrière, il y a des confusions. Mais quand on est dans un modèle local, entraîné avec nos données, là on n'a plus ce risque. Et surtout qu'aujourd'hui, on a une identité très riche. C'est-à-dire le Maroc, c'est l'amazigh, c'est l'arabe, c'est le français, aujourd'hui même l'anglais qui est là, c'est Darija qui est... Et donc tout ça doit être présent dans notre approche, et il faut qu'on ait nos propres LLM, du moins entraînés en local et utilisés en local. L'autre contrainte, quand on est... c'est clair qu'aujourd'hui, j'avais écrit une tribune sur l'entreprise hybride, c'est-à-dire même dans le domaine c'est-à-dire business et autres, aujourd'hui, tout le monde va travailler avec l'IA. D'ailleurs, chez nous, on ne travaille pas avec l'IA uniquement sur la rédaction, mais aussi au niveau de l'administration, parce que ça permet de simplifier. Avant-hier, on avait notre comité de pilotage IT, et donc avec les responsables IT, des choses qui demandaient des programmations très compliquées, très difficiles, aujourd'hui sont faites de manière très simple, avec un flux d'automatisation accessible, open source, etc., etc. Et donc ça nous avait poussé même à changer notre approche et notre organisation, même au niveau IT. Et donc aujourd'hui, c'est-à-dire cette évolution aujourd'hui est d'autant plus importante qu'on est, c'est-à-dire pour moi, le leapfrog, un peu le saut de grenouille, c'est-à-dire cette deuxième révolution qui est arrivée avec l'IA, c'est les bases de données. Parce qu'il y avait l'IA,
Mais derrière, les bases de données n'avaient pas fait leur saut. Mais maintenant, depuis 2 ans, c'est fait. Et c'est disponible aussi en open source. Alors, de quoi je parle? Je parle des bases de données vectorielles ou sémantiques. Les bases de données avant n'étaient pas sémantiques, on allait chercher une chaîne de caractères, mais on ne pouvait pas aller chercher un sens. Et aujourd'hui, on peut aller, c'est-à-dire sur les bases de données, on peut chercher le sens. Alors, c'est un travail qui est magnifique parce que ce qu'ils ont fait, c'est aller vers des vecteurs. Et donc, le sens, quand on est sur une certaine amplitude, dans un sens, ce vecteur-là, cette flèche-là qui est orientée vers un sens, c'est-à-dire elle est orientée vers une sémantique. Et donc derrière, aujourd'hui, l'IA, quand elle va aller chercher dans cette base de données, au lieu d'aller traiter des terras de données, elle va chercher, c'est-à-dire si je parle de poissons, elle sait qu'elle va chercher dans les vecteurs qui sont autour de la mer, du poisson, etc., etc. Si je parle de poisson d'avril, elle va chercher ailleurs. Elle ne va pas toucher la mer, elle ne va pas toucher le truc. Et ça, donc, ça fait que l'IA aujourd'hui est capable d'aller chercher une partie de la base de données. Et donc, elle peut traiter très rapidement. Plus que ça, elle peut la charger en mémoire vive. Alors que toute la donnée, elle ne peut pas la charger en mémoire vive. Et donc, il fallait un temps et tout. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'IA devient beaucoup plus performante. Et ça, la force et la beauté de ça, c'est qu'on peut le faire en local, avec nos données, avec ce qu'on a nous à faire. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire parce que, et d'ailleurs chez nous, on a commencé un peu à le faire aussi. Et ça nous permet même de gérer la documentation, de gérer un certain nombre de choses pour apporter des outils à chacun dans son travail où l'intégration au sein de l'entreprise peut être beaucoup plus facile parce que au lieu de donner à quelqu'un, par exemple, des procédures, il va poser la question selon le besoin et il aura un retour où il aura comment utiliser tel software ou comment faire telle chose, ou pour la maintenance, comment les étapes pour réparer, les outils qu'il lui faut, etc. Et c'est-à-dire l'IA peut lui répondre parce qu'elle a les sémantiques, elle va aller directement, elle ne va pas lui donner un nuage d'informations qui ne lui sert à rien. On va pousser la réflexion un peu plus loin parce que l'on sait très bien que la presse aujourd'hui c'est une mémoire vivante de la nation, un miroir de nos débats, de nos rêves, des crises que nous avons pu surmonter et pourtant cette richesse reste malheureusement très peu exploitée. On voit clairement que des décennies d'archives dorment dans les rédactions. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'intelligence artificielle peut justement redonner vie à ce patrimoine éditorial? Effectivement, il y a beaucoup de données et franchement, la presse, elle raconte l'histoire de manière détaillée parce que on a toutes les informations, vraiment sur tous les angles et comme avec les 3 temps, c'est-à-dire avec juste l'information qui est donnée pratiquement brute, de l'analyse et de l'enquête. Et ça, pour encapsuler tout ça, c'est très très compliqué. La presse était uniquement papier, elle n'était pas sur le digital et donc pour digitaliser c'était aussi très compliqué, très coûteux. Maintenant avec l'intelligence artificielle et même l'évolution, c'est-à-dire aujourd'hui on peut digitaliser avec un téléphone où il fallait avant un scanner qui coûte pratiquement 1 million de dirhams avec des actions très compliquées pour mettre le journal ou le magazine ou autre. Aujourd'hui, juste on peut prendre des photos. Et la photo, déjà quand on prend la photo, elle a déjà analysé le texte, c'est-à-dire elle a reconnu le texte, etc., etc. Donc effectivement, avec l'intelligence artificielle, on peut aller beaucoup plus vite. Et encore plus, c'est-à-dire pour capter, c'est-à-dire digitaliser ce contenu, qui est toute cette richesse. Je ne dis pas que c'est facile ou c'est sans coût, il y a un coût, mais il est moins important que celui, c'est-à-dire traditionnel. Et le plus intéressant, c'est que ça peut devenir une source qui alimente même la recherche universitaire dans différents domaines parce qu'on a un témoin de l'histoire du Maroc et du monde quelque part. Et c'est très important de pouvoir le faire. C'est-à-dire c'est un projet que la presse devrait faire et que peut-être elle doit être aidée par l'université, par l'État, par un certain nombre d'institutions et d'acteurs, même le privé,
parce que c'est un patrimoine qu'il faut utiliser et qu'il faut mettre, c'est-à-dire qu'il faut exploiter. Vous avez évoqué tout à l'heure l'expérience que nous avons tous vécue, c'est la période de la Covid-19 qui a du jour au lendemain bouleversé notre manière de faire, nos pratiques. Comment Groupe Le Matin a géré cette période, sachant que toutes les éditions faites, c'était à 100% en télétravail? Alors, ce que je peux dire, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a été toujours dans l'innovation et notre approche, c'est toujours dire quelle valeur ajoutée on apporte à notre environnement, nos lecteurs, notre pays, nos clients, c'est-à-dire nos annonceurs, etc., etc. Et le fait de se poser cette question avant tout investissement, ou même, c'est-à-dire les salariés du groupe, ça permet d'anticiper certains problèmes. C'est-à-dire nous, on était dans la digitalisation poussée avant même Covid, et c'est ce qui nous a permis, c'est-à-dire nous, la veille où on nous a annoncé où il fallait travailler à distance, on ne pouvait plus travailler, on était déjà prêt. C'est-à-dire on avait tous les systèmes qui étaient déjà déployés bien avant, et c'est ce qui nous a permis de le faire. Donc c'est cette interdiction de travailler dans un espace commun, c'était juste le déclencheur pour mettre totalement en pratique ce qui était déjà installé. C'est-à-dire nos systèmes éditoriaux, le flux éditorial est géré soit en local, soit à distance. Donc nous, ce que ça nous permettait avant, c'est qu'un journaliste, quand il est dans une autre ville, ou couverture, ou à l'étranger, bon, il est capable de se connecter sur le système éditorial et passer sur ce flux-là sans être en local. Et le fait, c'est-à-dire doter aussi la rédaction chacun de son laptop, c'est-à-dire à un certain moment on était passé, on passe pas sur le desktop, on passe sur le laptop, donc parce que ça permet la mobilité, le téléphone, etc., etc. Donc en investissant aussi, on a une salle machine avec des serveurs virtuels, etc., qui étaient déjà mis en place. Tout ça, ça nous a donné une telle flexibilité que nous avait permis de bien gérer cette période-là et très rapidement de répondre justement à l'appel des autorités d'aller travailler à distance. Donc, c'est-à-dire à J-1, tout le monde était déjà à distance, effectivement. On parle aujourd'hui de l'agilité, Lean Agile. Je sais que vous soutenez ce concept. Qu'est-ce que ça implique pour vous? Alors, oui, il y a deux concepts très importants pour moi. Le Lean et l'Agile. Alors, le Lean, c'est par rapport à, c'est-à-dire enlever tout ce qui est superflu, et ça permet de maîtriser les coûts, d'optimiser la performance, etc., etc. Et c'est un système japonais, industriel, donc ça me parle très très bien, mais ça s'applique aussi très très bien à tous les domaines, même au niveau management. Sur le volet Agile, c'est un concept qui est plus IT, donc on parle de log, c'est-à-dire qu'on va traiter un projet, on est sur des logs qu'on va alimenter, sur des sprints, sur des réunions agiles où on va parler des problèmes, échanger les problèmes, les dépasser, mettre en œuvre. Alors, ce système Agile qui a commencé avec l'IT, il a très vite été adopté en premier aux États-Unis. Alors, pourquoi? Parce que dans le management de projet. Le management de projet, ce qui était le plus connu, le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle le waterfall. Alors le waterfall, c'est on arrive, on démarre un projet, on sait ce qu'on veut faire. Dans une année, 2 ans ou 3 ans, voilà où est-ce qu'on va arriver. Et on a des milestones, c'est-à-dire des points d'étape pour valider. Mais le produit final, l'exploitation du produit final, ça n'arrive qu'en bout de course, c'est-à-dire si c'est un projet de 2 ans, c'est au bout de 2 ans qu'on va faire le livrable. Alors ce système-là, utilisé même par le gouvernement américain, ils ont trouvé que pratiquement 70% à 80% des projets n'aboutissent pas. Alors pourquoi? Pour une simple raison, c'est qu'on est dans un monde qui change tellement vite
Et au moment où on prend le départ, d'ici 2 ans, personne ne peut dire le besoin dans 2 ans. Peut-être le besoin va évoluer. C'est-à-dire, on comptait aller là, mais le besoin il est devenu là. Mais nous, on a tracé une ligne qu'on ne peut pas faire bouger. Et donc, soit on va livrer un projet qui est décalé par rapport aux besoins réels, soit on ne va pas le livrer parce que souvent, comme il n'y a pas beaucoup de communication, c'est-à-dire il y a des milestones, mais quand on va se rencontrer dans ce milestone après 6 mois ou une année, on va trouver qu'il y a eu beaucoup de dérives, de retard. On va mettre en place des actions correctives, mais pour rattraper le retard d'une année. Donc peut-être le projet de 2 ans va se faire en 3, 4, 5 ans et derrière bouffer beaucoup plus de budget. Quand on est dans l'agile, le sprint, et on l'appelle sprint parce qu'il faut faire vite, on est sur des micro-livrables. Micro-livrables d'une semaine, 2 semaines, maximum 3 semaines. Donc si je rate une semaine ou 2 ou 3, c'est moins grave que de rater 6 mois ou une année. Et en plus, je suis sur du livrable, c'est-à-dire, je m'explique, j'ai un site web à livrer, pour rester dans l'IT, je ne vais pas avoir toute la fonctionnalité, je vais me dire, il y a une version 1.0, cette version 1.0, elle va avoir X fonctionnalités. Donc ces fonctionnalités sont des quick wins, des choses qu'on est capable de livrer très rapidement, et donc peut-être au bout de 6 mois, j'ai ma V1 qui est opérationnelle. Et les deuxièmes 6 mois, je suis dans les fixes de ce livrable, parce qu'il faut des fixes, et je suis dans des sprints, je suis dans le log, je suis en train de consommer mon log où j'ai les éléments à faire pour livrer peut-être dans 3 mois, c'est-à-dire de nouvelles fonctionnalités que je peux rajouter, ou au bout d'un mois je peux rajouter. Donc au bout de 2 ans, non seulement j'ai un site très riche, mais un site qui a pris en considération le besoin des utilisateurs pour faire ce livrable-là. Parce que derrière, quand on met en ligne un site, j'ai des requêtes, je vois des besoins, j'identifie aussi dans la société de nouveaux besoins. Donc je peux créer des modules qui vont répondre à ces besoins-là. Et donc au final, j'ai optimisé le budget, j'ai donné quelque chose qui atteint l'objectif à 100%, et j'ai commencé l'exploitation 1 année et demie avant un projet waterfall. Et c'est-à-dire, cette approche-là, on peut la mettre un peu partout. C'est-à-dire, même si j'ai un chantier, je ne sais pas, j'ai une autoroute, je peux mettre une ligne qui est en fonction avant l'autre, si je n'avance pas sur les deux en même temps, ou je peux mettre, je ne sais pas, je prépare un terrain, j'ai un parking, je peux préparer le parking, c'est facile, et donc je le mets en exploitation avant de préparer le reste. Donc il y a beaucoup de possibilités, et donc c'est pour ça, moi vraiment, j'ai cette approche-là de l'agile, mais je la marie avec le lean. Alors le lean, c'est-à-dire on a géré aussi des projets au niveau de l'imprimerie, ou au niveau de la partie éditoriale, par exemple à l'imprimerie. Donc quand on est sur c'est-à-dire on veut chercher ou la cap excellence ou la autre chose, ou la cap à venir, donc derrière quand on est sur cette approche-là, on se dit voilà, on va analyser ce qu'on fait, par exemple, quand on est dans l'amélioration continue, on va prendre des tâches qui sont compliquées, et sur l'approche ligne, on se dit qu'est-ce que je mets en input. Je sais mon input, je connais l'output dont j'ai besoin, mais le process au milieu, je dois le simplifier. C'est ça le lean. Et pour le simplifier, ça doit être simple, rapide, contrôlé, sécurisé, etc. Et donc, j'élimine toutes les étapes superflues. Quand je les élimine, l'étape suivante, je peux l'automatiser. C'est là où je vais le programmer, parce qu'il ne faut pas prendre un concept compliqué et l'automatiser, parce qu'on va juste digitaliser la complexité, et c'est le résultat, croyez-moi, il est catastrophique. Ensuite, l'étape suivante, je peux le sous-traiter. C'est-à-dire, je peux, par exemple, à N-1, je peux le passer au N-1, il va le gérer, parce qu'il est automatisé, il est simplifié, et donc on peut s'attaquer à des problématiques, à des améliorations, etc., etc. Et
parmi les concepts sur le Lean Agile, c'est de se poser toujours quelle valeur ajoutée. Je vais faire quelque chose, quelle est la valeur ajoutée? S'il n'y a pas de valeur ajoutée, il faut pas, ça sert à rien. Ne commencez pas un projet. Si vous ne voyez pas la valeur ajoutée d'une action, ne la faites pas. Et ça permet, parce que quand on est par exemple dans un brainstorming sur de nouvelles idées, il y a beaucoup d'idées qui tombent. Le premier filtre, c'est de dire quelle valeur ajoutée. Qu'est-ce que ça apporte, soit à l'environnement, soit à l'entreprise, soit... Donc c'est un peu ça le Lean Agile pour moi. On ne cesse d'apprendre avec M. Anami des concepts aussi bien sur le journalisme, sur notre métier, mais aussi le savoir-vivre au quotidien, le Lean Agile, l'optimisation des ressources. Si je fais une action, je dois d'abord me poser la question quelle est la valeur ajoutée, et aussi quand vous avez évoqué et détaillé l'expérience du groupe le matin pour la gestion de la crise Covid-19, il ne faut pas avoir peur, il faut surtout adopter l'attitude orientée solution et non pas orientée problème. Il y a autre chose, parce que vous avez, comme je l'ai dit au début, un parcours très inspirant. Vous combinez rigueur scientifique, management et aussi écriture à travers vos écrits. Je suis particulièrement recueilli éclat de vérité et je vous en félicite encore une fois. L'on constate que M. Anami se concentre sur des thématiques liées à la quête du sens. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça implique pour vous? Alors, la quête du sens est très importante. Si on n'a pas de... C'est-à-dire même dans le management, quand on est dans l'approche leadership, il faut expliquer à ses collaborateurs qu'est-ce qu'on cherche d'une action, quelle est notre mission, qu'est-ce qu'on veut réaliser. Donc si quelqu'un qui comprend le pourquoi, il a la motivation, et cette motivation peut alimenter la volonté d'agir. Sinon, si on demande à quelqu'un de faire telle chose, premièrement, il va se poser des questions. On est des êtres humains, c'est normal. Moi-même, quand on me dit fais ça ou fais ceci, je vais me dire mais pourquoi, qu'est-ce qu'il cherche? Ou quand quelqu'un me dit quelque chose, je vais essayer d'interpréter, de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là. Et qu'est-ce que je dois comprendre? Parce que forcément, on est habitué à avoir des messages cachés. Ou en quoi ça va m'affecter? Parce que, je peux vous donner un exemple très simple. Quand on a passé dans le process, on faisait, comme j'ai dit, les films, les plaques, on avait des personnes qui travaillaient, qui montaient les films manuellement, qui insolaient les plaques pour les sortir. À un certain moment, il fallait sortir le CTP, le Computer to Plate, donc qui casse tout ça. Et j'avais à l'époque un représentant syndical qui est venu me voir pour me dire j'ai entendu parler que vous avez commandé un CTP, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens, etc. J'ai dit oui, j'ai commandé un CTP, on l'a commandé. Et voilà pourquoi on l'a commandé. Parce qu'effectivement, on avait des machines qui faisaient plus de couleurs, donc plus de plaques. Et si je devais avoir autant de personnes, il fallait multiplier par 10 le nombre de personnes que j'avais qui faisaient le travail manuel, ce qui n'est pas possible. Le délai n'était pas possible non plus, donc il fallait prendre de nouveaux clients pour amortir ce matériel-là. Mais surtout, le rassurer, c'est dire que toutes les personnes qui sont concernées ne seront pas touchées. Et ils n'ont pas été touchés. Ils sont restés jusqu'à prendre la retraite. On les a, c'est-à-dire reconvertis à d'autres tâches. D'ailleurs, même les personnes, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, les personnes qui faisaient la saisie ont été formées sur les logiciels de montage, etc. C'est-à-dire, on ne les a pas remerciés, c'est fini, on n'a plus besoin de saisie, non. Et la plupart, ensuite, sont partis à la retraite. Il y a eu un plan de départ, mais qui était volontaire, c'est-à-dire, c'est des gens qui ont voulu partir, on n'a poussé personne, on n'a forcé personne. Donc, tout ça, ça fait que la quête du sens est très importante. Et elle est importante aussi pour nous. Et cette quête du sens, moi je cite sur Éclat de vérité, j'étais particulièrement touché par l'approche de Razali,
qui avait écrit en arabe Kimia Saada, que généralement c'est traduit par l'alchimie du bonheur, que moi j'ai préféré traduire par chimie du bonheur. Alors pourquoi? Parce que l'alchimie c'est un peu mystique, c'est pas scientifique, c'est pas logique. Or j'ai trouvé son approche, malgré le fait qu'elle est aussi philosophique, mais très scientifique, toujours valable dans les grands concepts du leadership aujourd'hui. Et donc lui, il demande qu'on fasse, c'est-à-dire de répondre à une question, de se connaître, qui suis-je, et donc derrière de faire cette introspection du cœur, de s'assumer, de se faire face, de ne pas, de s'accepter quelque part, parce que c'est une étape très importante, parce que si on ne s'accepte pas, ben, quelque part on ne se reconnaît pas, et donc forcément on sonne faux, et quand on sonne faux, on ne peut pas travailler, c'est-à-dire on ne peut pas passer à l'étape suivante, qui est de travailler sur, c'est-à-dire de faire d'abord le silence, pour bien comprendre son environnement et soi-même, ensuite aussi d'aller vers les émotions, c'est-à-dire de les identifier, où il parle de 3 émotions importantes, c'est-à-dire la colère, le désir et la sagesse. Alors on peut se dire que la colère et le désir sont forcément bannis dans un environnement islamique, musulman, mais derrière ce qu'il dit, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire c'est des choses très importantes, parce que la colère, elle peut être source de courage. Quand on est en colère, des fois on neutralise tout, on devient courageux et donc on va agir. Donc c'est source c'est-à-dire de mouvement, d'actes et d'élan. Le désir, il est source de motivation. Quand j'ai envie de voir un film, si je dois sortir alors qu'il pleut et aller au cinéma, je ne sais pas comment, etc. Ben, parce que j'ai envie de voir ce film. Et donc là aussi, c'est source de motivation. Mais la sagesse, c'est ce qui crée l'équilibre entre les deux, l'harmonie entre les deux. C'est-à-dire, il ne faut pas être prisonnier de sa colère ou de ses désirs. Il faut qu'il soit là, mais il faut qu'il soit mobilisé dans le bon sens, avec une certaine sagesse. Donc c'est cette sagesse qui va nous dire comment agir. Et puis aussi, une étape très importante, c'est l'harmonie avec son environnement. Alors l'harmonie avec son environnement, c'est pas évident, jamais. C'est pour ça que c'est une quête. C'est une quête du sens. On n'arrive jamais à la destination. Et donc le fait d'être en harmonie avec son environnement, c'est-à-dire c'est de pouvoir accepter ce qui arrive, comprendre les autres, de l'empathie. Et là, on a toutes les théories de communication, ce que je dis, ce qui est perçu, ce qui est entendu, ce qui est compris, ce qui est interprété, etc. etc. Mais le plus important, c'est que derrière, quand on est, en réalité, et des fois je le fais moi-même, c'est d'avoir son propre alter ego. C'est d'essayer de se voir de l'extérieur, de vivre une scène de l'extérieur. Et donc, des fois, même quand on est agressé oralement, il faut être spectateur. Je ne dis pas de ne pas réagir. Il faut réagir. Mais il faut pouvoir devenir spectateur pour agir calmement, avec sagesse, et bien agir. Parce que des fois, quand on agit à chaud, on passe de victime au coupable. Et je peux vous dire que j'avais il y a longtemps vécu une scène où quelqu'un est venu dans mon bureau avec pas mal de personnes derrière, à tort. Il criait, il hurlait parce qu'il avait mal compris un truc. Et ils sont rentrés dans mon bureau. J'ai entendu le truc. Alors il y avait deux manières de réagir. La manière normale, c'est de se lever, de hurler, aussi de lui demander de sortir. Mais en réalité, j'allais rentrer dans son jeu.
et j'allais être prisonnier d'un cercle vicieux qui peut dégénérer vers autre chose, etc. Moi, je suis resté calme, assis dans mon bureau. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je ne lui ai pas parlé à lui, j'ai parlé aux personnes qui étaient avec lui. J'ai dit, vous êtes tous témoins qu'il me manque de respect, qu'il s'est introduit dans mon bureau sans y être invité. Je n'ai pas terminé ces deux phrases, qu'il a été soulevé par les personnes qui étaient venues avec lui le supporter, pour le faire sortir et pour revenir me demander des excuses. Et de ne pas, c'est-à-dire faire la démarche légale, administrative, parce que dans ce cas-là, il risque d'être, non, pas que d'être expulsé, c'est-à-dire d'être renvoyé de l'entreprise sans indemnité, parce qu'en plus il y a tous les témoins, c'est-à-dire tout le monde. Ceux qui étaient là pour lui devenaient des témoins contre lui. Et donc c'est cette capacité, c'est-à-dire si on n'a pas cette capacité de vivre le moment, de se voir de l'extérieur et d'agir de telle manière, c'est-à-dire d'avoir une action qui est continue, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient après. C'est comme les échecs, il faut anticiper les coups suivants. Si on fait que réagir, on a perdu. Dans les échecs, si on fait que réagir, on a perdu la partie. Ceux qui gagnent les parties au niveau des échecs, c'est ceux qui voient au-delà des risques. Oui, les risques, et aussi ils anticipent, c'est-à-dire ce qu'ils vont jouer, ce que l'autre va jouer, peut-être 2, 3, et plus on a la capacité d'anticiper, d'approfondir l'anticipation, plus on est fort et plus on a des chances de réussir. Et donc, c'est-à-dire mais l'empathie fait aussi que parce qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas grandi dans le même environnement, on n'a pas la même maîtrise de la langue, des différentes langues. Des fois, on voit quelqu'un qui va écrire un email, pour lui c'est une information, il est respectueux et tout, mais il va utiliser des termes qui sont déplacés. C'est par manque de maîtrise de la langue. Mais il faut comprendre, c'est-à-dire si je prends premier degré, il m'agresse. Je peux réagir dans ce sens-là et on va rentrer dans une relation conflictuelle qui est négative pour tout le monde. Et donc derrière, il faut pouvoir comprendre ces comportements, et même quand on utilise des termes, il faut que les termes des fois soient accessibles, que l'autre va comprendre, qu'ils ne vont pas le heurter parce qu'il va le comprendre autrement. Il y a aussi la gestuelle, quand je parle, j'ai une expression au visage, je bouge. Des fois, je peux dire Salam alaikum, mais en même temps, qui m'a dérangé, je peux faire une expression sur mon visage qui n'est pas chaleureuse, et la personne que je suis en train de saluer va comprendre que j'ai quelque chose contre cette personne-là. Et moi, au passage, j'ai rien perçu, parce que je suis dans mon monde à moi, j'ai salué, j'ai fait ce qu'il fallait, j'étais dérangé ou je ne sais pas, quelque chose m'a piqué au même moment. En tout cas, j'ai fait une expression du visage qui n'allait pas. Donc l'harmonie entre ce que je sors, la parole, et la gestuelle et l'expression du visage, il faut que tout ça soit harmonieux pour passer le message positif et qu'il soit clair pour tout le monde. Donc c'est-à-dire on est dans un monde où il y a beaucoup d'incompréhensions qui naissent et de conflits qui naissent vraiment gratuitement. Et cette quête du sens nous permet de comprendre et d'aller éviter un peu tout ça. Et c'est comme ça qu'on peut vivre, c'est-à-dire de manière plus agréable, accepter des choses et avoir aussi des réactions plus agréables. Parce que souvent, l'animosité, de manière inconsciente, c'est nous qui l'avons alimentée. Ça part de nous et c'est un retour. C'est comme un miroir. Et donc, il faut que lance quelque chose de positif pour récolter quelque chose aussi de positif. Alors ensuite, le dernier point, pour moi, c'est le bonheur. Et cet état de bonheur, d'être bien, ce n'est pas une destination. Parce que souvent, on se dit, moi je veux être telle chose, et quand je serai telle chose, je vais vivre, je serai heureux. Je vais fonder une famille, je vais faire, ou je vais voyager, ça dépend de mes rêves. Mais si je fixe ça comme objectif,
et comme destination, c'est à partir de ce... Là, on se plante royalement. Pourquoi? Parce que vous êtes, c'est-à-dire au niveau de l'université, vous êtes en train de vivre vos jours les plus heureux. On peut avoir des difficultés d'argent, de transport, de je ne sais, mais c'est là où vous êtes jeune, vous avez la santé, vous avez les rêves devant vous, vous êtes en train de façonner votre avenir, et donc derrière, vivez le moment, soyez heureux de chaque instant. Il faut apprécier chaque instant. Comme ça, on peut vivre une vie heureuse. Parce que croyez-moi, la douche froide, moi je l'avais, c'était des concepts un peu, j'étais encore jeune, c'est-à-dire, moi-même, c'est-à-dire, c'était plus 5, c'était quelque chose, on me disait très compliqué, j'étais encore un gamin, etc. Donc pour moi, à la limite, pour moi, le shahada c'est fini. Il y a le collège, le lycée, le bac, le reste, c'est pas important. Et donc, mais quand j'ai réussi, j'avais pas de joie réelle. C'était, oui, j'ai réussi, j'étais stressé avant, mais j'avais réussi et c'est fini. Pareil pour le bac, pareil pour le diplôme. Et donc, si on ne vit pas chaque instant, chaque jour, etc., on est en train de... alors, je ne suis pas en train d'inviter les gens à aller faire des choses qui ne sont pas musulmanes ou catholiques, ou comme on veut, ce n'est pas ça. Mais le bonheur, il peut venir dans des choses très simples, de profiter de ses parents, d'amitié sincère, de beaucoup de choses, de boire de l'eau. Il y a des gens qui ne trouvent pas d'eau, etc. Donc chaque instant, c'est ce bonheur-là, et c'est pour ça qu'il faut le vivre. Et puis, au final, dans la quête, il faut toujours avoir un prisme. Dans le business, dans les affaires, dans l'investissement, on cherche la valeur ajoutée. Et dans la vie, c'est la mort. C'est-à-dire, qu'est-ce que je laisse? Quel est le legs que je laisse après? Ça, c'est le plus important, parce qu'on finit tous par mourir, qu'on soit croyant, pas croyant, etc. Mais on a derrière une réputation, on a une vie, on a des actions. Donc quand j'agis, pourquoi j'agis? Quand je travaille, quel est mon objectif? Qu'est-ce que j'apporte à moi-même, à ma famille, à mes voisins, à mon environnement, à mes collègues, à mon entreprise? Ça, c'est des questions qu'on ne se poserait pas si on n'avait pas ce barrage, ce moment décisif de devoir trépasser un jour. Donc c'est quand on l'a, il faut y réfléchir dans le silence, et quand on a réfléchi à ça, quelque part derrière, on devient lucide. On ne va pas faire des choses quand on ne veut pas faire, quand il n'y a pas derrière, il n'y a pas un objectif, il n'y a pas... Et donc pour moi, c'est ces concepts-là. Bon, c'est très compliqué le concept, il y a d'autres... Mais juste pour résumer, je dirais ça. Plus, sur le recueil que j'avais publié, il y a aussi un point, c'est l'incantation ou la prière de 40 ans, des Kaina fil Qur'an, qui est très importante et qui, justement, part de reconnaissance, de legs, c'est-à-dire du respect des parents, c'est-à-dire remercier Dieu, la piété, demander le pardon, parce que quel que soit X, on n'est jamais innocent. Ça aussi, forcément, on fait des choses des fois sans être même... mais c'est normal, c'est l'être humain, il est comme ça. Et au final, qu'est-ce que je lègue? Parce que j'ai des enfants que je laisse pour... Je dois leur laisser une société qui est développée, qui est bien. C'est-à-dire quand je travaille, quand je suis sincère, c'est pas que pour moi, c'est pour aussi les générations à venir. Une toute dernière question, peut-être on va ouvrir la séance des questions-réponses. أنا جالسة في الحقيقة بغيت نطرح هذا السؤال هذا, je vais le poser parce que je me rappelle il y a quelques mois, je suis allée voir et ça la vérité اللي ما حنا كنحسوا مع des étudiants, c'est comme si on est en famille. Il y a quelques mois, je voulais lancer une initiative marocaine de sensibilisation à la santé avec beaucoup de détails. Et je suis allée voir monsieur Alami pour autre chose, la vérité. À chaque fois que je كنستغل الوجود ديالي مع سي علامي pour lui poser ma question,
Comment vous voyez aujourd'hui l'évolution de ma carrière? Parce que c'est important aussi de poser la question à des personnes à qui on a confiance. Et sa réponse, moi je m'attendais à ce qu'il me dise voilà ce que tu dois faire, voilà ce qu'il faut faire. Et sa réponse, ça m'a énormément surpris. Il m'a posé juste une question: est-ce que tu arrives à trouver l'équilibre dans ta vie entre la vie personnelle et professionnelle? Et là, c'était vraiment... et je voulais vraiment qu'on ouvre cette question, parce que c'est aussi important de dire que, oui, on a envie de réaliser des choses, on a envie d'exceller, on a envie de réussir sa carrière et de briller, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un équilibre qu'il va falloir instaurer. Oui, effectivement, parce que cet équilibre, j'ai vu des cas, mais souvent on le regrette quand c'est trop tard. Parce que la vie, c'est des cycles, et ces cycles-là, il faut les anticiper. Il ne faut pas vivre que le moment. Là aussi, c'est comme les échecs. On a des périodes, et vous êtes, c'est-à-dire, là par exemple, quand vous passez à l'université, forcément, c'est un cycle qui est complètement différent du primaire, du collège et bien sûr du lycée. Pour d'autres, il est encore plus différent, ceux qui doivent quitter, partir à une autre ville, etc. Et donc, c'est-à-dire cet équilibre-là, il faut l'anticiper. Il ne faut pas attendre jusqu'au jour J pour, c'est-à-dire quand c'est trop tard, pour se dire j'ai raté cet épisode, parce qu'il y a des gens qui vont suivre leur carrière, etc. Ils réussissent, c'est très bien et c'est excellent, mais soit ils n'ont pas vu leur enfant grandir, soit ils n'ont pas pris suffisamment le temps d'apprécier la présence de leurs parents, de les servir, d'être présents, etc., etc. Et donc là, pour moi, il n'y a pas de sens, il y a un vide de sens. Et croyez-moi, quelqu'un qui vit assez longtemps, s'il ne fait pas ça, il va le regretter. Et donc c'est très bien d'avoir beaucoup d'ambition, de motivation à suivre ce qu'on aime, parce que il ne faut pas tomber c'est-à-dire dans des cercles vicieux où notre temps ne nous appartient plus. Ça m'arrive, à un certain moment, je ne gère plus mon planning et je m'arrête. Il faut des fois un week-end, je vais passer tout seul ou avec ma femme, couper pratiquement du monde. Pourquoi? Parce que si on suit le rythme effréné, professionnel et personnel, on ne s'appartient plus. C'est-à-dire, on va être dans ce rythme jusqu'à un jour, soit on va être à la retraite, ou peut-être pour d'autres, ça ne va pas s'arrêter, ou peut-être un problème de santé, et c'est là on dit voilà, on revient, j'ai raté ça, j'ai raté ça, j'ai raté ça. Donc il faut avoir des stations dans la vie, et pour moi l'indicateur, c'est quand mon planning est totalement full, que je ne peux plus rien faire, ça c'est une alarme, c'est vraiment alarme rouge. Je me dis non, il faut que je force les choses, je peux annuler des choses, je peux faire, mais en tout cas, il faut que je me force pour me mettre avec moi-même, réfléchir et remettre un peu de l'ordre. Et aussi, quand je parle de remettre de l'ordre, c'est organiser ce que j'avais dit, simplifier, automatiser, déléguer, et c'est ce qui permet de vivre mieux, de dégager du temps pour autre chose. Et les enfants, notre vie personnelle, doivent avoir forcément du temps. On doit avoir du temps pour ces aspects-là qui sont très très importants. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions, la vérité. Et comme j'ai dit au départ, on essaie d'apprendre avec vous. Et merci surtout d'avoir ouvert votre cœur à ce magnifique public.